Bonjour et bienvenue ici pour cet atelier 2 sur ce plateau, donc atelier 2 intitulé Déchets locaux, énergie locale. Nous vous proposons lors de cette table ronde de mieux comprendre les enjeux relatifs à la production d'énergie issue des déchets non recyclables, hors unité de valorisation énergétique classique des ordures ménagères. Est-ce une affaire uniquement réglementaire, d'écologie industrielle, d'investissement, de dynamique territoriale ou tout cela à la fois finalement ? La loi de transition énergétique pour la croissance verte a fixé un objectif de réduction de l'élimination par stockage des déchets non dangereux de moitié en 2025 par rapport aux quantités admises en décharge en 2010. Dans un contexte de renchérissement des sources énergétiques carbonées classiques et de tension de l'approvisionnement sur le plan international, la valorisation énergétique des déchets, ne pouvant faire l'objet d'une réutilisation ou d'un recyclage, est un mode de traitement qui représente des intérêts multiples. Où en est le développement de la filière combustible solide de récupération, aussi appelée CSR, alors qu'il est aujourd'hui essentiellement utilisé en cimenterie? Quel développement pour une consommation de CSR en chaufferie, à l'échelle locale notamment, mais également pyrogazéification, méthanation? Bref, où en est-on? Comment faire plus et plus vite? Voici les questions que nous allons poser ce matin à nos différents intervenants. Mais avant cela, et pour introduire les débats, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Benjamin Denis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable institutionnel chez Séché Environnement et vous avez créé en 2016 la première chaudière CSR en France sur votre site propre, Séché Environnement. La chaudière produit de la chaleur en hiver pour le réseau urbain de la ville de Laval et l'été produit de la chaleur pour une coopérative agricole. Pour commencer, peut-être peut-on rappeler, alors quelques mots sur le groupe Séché, si vous voulez bien, puis rappeler également la définition de ce qu'on appelle ici le CSR, donc je l'ai dit, combustible solide de récupération, et quels sont pour lesquels, il y a maintenant 6 ans, le groupe Séché Environnement a souhaité s'engager dans le CSR. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir introduire cette table ronde. Donc très rapidement, Séché Environnement, c'est une ETI familiale qui est née en Mayenne en 1985, donc en région Pays de la Loire, créée par Joël Séché, et maintenant co-dirigée avec son fils Maxime Séché. Et donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans la gestion des déchets sur toute la chaîne de valeur, de la collecte jusqu'à l'élimination finale. Tout type de déchets, les déchets non dangereux, mais aussi les déchets dangereux et même les déchets les plus complexes. Et puis aussi les services à l'environnement, donc la dépollution, le désamiantage et l'intervention d'urgence. On a une empreinte locale forte dans le Grand Ouest de par notre historique, mais on est aussi implanté maintenant sur l'ensemble du territoire national et aussi à l'international. Donc quelques chiffres, on a 5000 salariés, le groupe compte 5000 salariés, dont plus de 2000 en France. Les CSR, donc qu'est-ce que c'est? C'est les combustibles solides de récupération. Donc c'est des combustibles qui vont être préparés à partir de déchets non dangereux et non recyclables, et qui étaient avant destinés à être éliminés en installation de stockage de déchets non dangereux. Et donc on va préparer spécifiquement pour répondre à des besoins énergétiques. On va les sélectionner pour leur pouvoir énergétique. Et une fois préparés dans un cadre réglementaire qui est existant et strict et bien encadré, aussi bien sur la préparation que la valorisation, ils vont pouvoir être utilisés en substitution d'énergie fossile. Chez Séché, on a misé très tôt sur le développement de cette filière, puisque, comme vous le disiez, on a inauguré en 2017 la première installation de valorisation de CSR sur le territoire national, donc sur notre site de Changé, près de Laval, en Mayenne. Avec une unité aussi de préparation des CSR qui est à côté du site. Et donc les CSR, ils sont préparés à partir des refus de la collecte sélective, donc la poubelle jaune, ce qui n'est pas recyclable dans la poubelle jaune, et des déchets non recyclables, issus aussi des déchets des mobiliers usagés qui sont collectés dans les déchetteries. On a pu inaugurer cette installation très tôt parce qu'on était dans un contexte très favorable, avec un partenariat public-privé qui a pu émerger parce que tous les acteurs du territoire étaient alignés sur la volonté de développer cette solution. Donc comme vous le disiez aussi, on a en fait une complémentarité saisonnière des utilisateurs qui a permis de développer cette installation. Donc avec l'hiver, l'installation vient pour le réseau de chauffage urbain de la ville de Laval, pour chauffer ses bâtiments publics, les administrations, les piscines, les logements sociaux. Et puis l'été, la coopérative agricole qui est attenante au site pour ses besoins énergétiques. Il l'utilise en fait pour sécher du fourrage.
Donc, un contexte favorable, on a vraiment cru aussi dans le bénéfice de cette filière, de développer cette filière, parce que c'est une énergie qui est locale, donc ça participe à la souveraineté énergétique de la France. C'est une énergie qui est bas carbone, donc qui participe à la décarbonation des industriels et des territoires. Ça participe aussi à l'objectif de baisse de l'élimination des déchets. Donc on va valoriser énergétiquement des déchets qui avant étaient éliminés en installation de stockage. Et puis voilà sur les objectifs. Donc on a développé cette installation. Quelques chiffres quand même. On a dû faire un réseau pour se raccorder au réseau de chauffage de la ville de Laval de plus de 10 km. Ça a été un investissement global de 22 millions d'euros, donc qui n'est pas neutre, avec 6 millions d'aides de l'ADEME. Mais donc ça a été un investissement lourd sur un temps long. Mais voilà, cet outil aujourd'hui existe. Encore aujourd'hui, c'est une des seules chaudières dédiées à la valorisation des CSR sur le territoire national. Donc on en est très fiers. Et on croit vraiment en l'avenir de cette filière. Peut-être juste quelques mots sur la production d'énergie chez Séché Environnement. Donc il y a cette filière de valorisation des CSR, mais on produit aussi de l'énergie à partir de la récupération de la chaleur fatale de l'incinération des déchets dangereux et non dangereux. On produit aussi de l'énergie à partir du biogaz qui est produit naturellement par la fermentation des déchets. Donc on va valoriser sous forme électrique, sous forme de chaleur, et aussi maintenant sous forme de biogaz qu'on injecte directement dans le réseau. Et puis aussi une production d'énergie photovoltaïque sur les anciens sites qui sont réhabilités. Donc on les met à disposition pour produire cette énergie, ce qui fait qu'on a aujourd'hui un taux d'autosuffisance énergétique de 270%. Donc on produit 2,7 fois plus d'énergie que celle dont on a besoin pour les besoins de nos process. On veut aussi développer la filière CSR sur d'autres projets parce qu'on y croit beaucoup. Et donc, c'est pour cette raison que j'espère que les débats d'aujourd'hui vont permettre de faire émerger des solutions qui sont partagées par l'ensemble des parties prenantes pour vraiment développer massivement cette filière d'avenir. Merci beaucoup, Benjamin Denis, pour ces propos introductifs. Et on l'espère également, tout comme vous, que ces échanges seront fructueux. Le temps pour moi maintenant est bien d'ouvrir les échanges pour cette table ronde et cet atelier 2, donc je le rappelle, intitulé « Déchets locaux, énergie locale ». Et voilà, donc j'accueille, c'est en direct, vous pouvez le voir, donc ce format des 16e assises, web assises, avec un format assez original, vous l'avez compris. Nous sommes en chair en os, présents, réunis sur ce plateau ici à Nantes. Et malheureusement, vous êtes à distance, mais on espère que la qualité des échanges et des interactions vous permettront d'en savoir un petit peu plus sur cette thématique. Aujourd'hui, à mes côtés, pour répondre à ces questions et à cet atelier numéro 2, j'accueille donc Clotilde Villermo. Vous êtes chef de projet pyrogazéification chez GRT Gaz, pas facile à dire. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Muriel Olivier, vous êtes déléguée générale de la FNAD, organisation professionnelle bien connue. Merci à vous pour votre présence. Merci, bonjour. Bonjour. Et Éric Mouillet, vous êtes donc dirigeant de Naoden, à ne pas confondre avec Naoden, Naoned, Nantes en breton. Vous nous expliquerez dans un instant ce que vous faites. Et je tiens à excuser tout de suite la région des Pays de la Loire qui ne peut être représentée ce matin. Une pensée amicale donc, et mes remerciements à Gérard Robron qui m'a aidé à préparer cet atelier, qui était pilote également de cet atelier. Donc une pensée pour lui et pour la région. Je vous remercie, Benjamin Denis, responsable relations institutionnelles chez Séché Environnement, d'avoir accepté de rester parmi nous pour le coup, pour prolonger les échanges, participer aux échanges et répondre à vos questions. Et ça me permet d'évoquer ce point-là sans plus tarder. Vous êtes plus de 1000 à être inscrits à ces web assises de France et de Navarre, du monde entier. Je ne vais pas citer tous les pays, mais ils sont très nombreux en Europe et à l'international et en Afrique, qui est bien représentée également. Donc n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions sur l'application dédiée et nous essaierons d'y répondre dans la mesure du possible. On va passer 1h20 ensemble. On a le temps de dérouler les différentes idées, les différentes questions et de répondre à vos interrogations. Peut-être rappeler, Benjamin Denis, l'objectif national, je parlais tout à l'heure d'enfouissement fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Peut-être rappeler en termes de chiffres, de volume, de valeur, ce que ça représente, pour bien poser le contexte.
Alors, la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, elle a fixé un grand objectif dans la gestion des déchets qui est la baisse de l'élimination en stockage de déchets non dangereux, avec l'objectif de moins 50% de déchets éliminés en stockage entre 2010 et 2025. Une des corollaires de cette baisse du stockage, c'est de produire moins de déchets, en recycler plus. Mais pour les déchets qui ne sont pas recyclables, c'est les valoriser sous forme énergétique. Et donc, il y a eu le développement de la filière des combustibles solides de récupération, avec un objectif qui a été fixé au niveau national, c'est un objectif de consommation de 2,5 millions de tonnes à horizon 2025, qui se répartit entre 1 million de tonnes pour l'industrie cimentière et 1,5 million de tonnes dans des installations dédiées, des chaudières dédiées qui vont soit alimenter des réseaux de chaleur urbains, soit alimenter des industriels pour répondre à leurs besoins énergétiques. Ces objectifs, ils ont ensuite été déclinés localement dans les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, qui ont été élaborés par les conseils régionaux avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, à titre d'exemple, pour la région Pays de la Loire, l'objectif en 2025, il est d'avoir 80 000 tonnes supplémentaires en plus de l'installation de séchés, de CSR valorisés dans des installations dédiées. Donc, ça fait entre 3 et 7 nouvelles installations qui doivent être mises en œuvre sur le territoire, et environ entre 230 et 240 000 tonnes de CSR valorisés sur la région Pays de la Loire en 2031. C'est aussi des projets qui sont regardés de très près par les collectivités locales, parce que ça leur permet de valoriser des déchets qui aujourd'hui vont en élimination avec des coûts qui augmentent du fait de la hausse de la TGAP. Donc voilà comment c'est décliné au niveau local. Quand on regarde aujourd'hui les chiffres sur le développement de la filière, on voit qu'on a peut-être pris un peu de retard par rapport à cet objectif de 2025, parce que sur des chiffres 2020-2021, il y a entre 60 et 70 000 tonnes de CSR qui sont valorisées dans des installations dédiées, donc avec 2 installations, celle de sécher à Laval et celle du papetier Blue Pepper à Strasbourg, donc qui valorise énergétiquement en fait, ces résidus de process. Et puis pour l'industrie cimentière, on est aujourd'hui à un peu plus de 300 000 tonnes qui sont valorisées par les cimentiers de CSR. Donc on a un global de moins de 400 000 tonnes de CSR valorisées pour un objectif à 2,5 millions de tonnes en 2025. Oui, on est encore un petit peu loin de l'objectif, d'où le sujet de cette table ronde lors de ces 16e assises, effectivement. On est un peu loin, mais cette lenteur, elle s'explique par plusieurs facteurs. Déjà, faire une installation CSR, ça nécessite d'avoir un débouché qui soit constant, qui fonctionne 7 jours sur 7, 365 jours par an, et 24 heures sur 24, parce qu'on ne peut pas arrêter l'installation. Ça ne fonctionne pas comme ça et ça coûte très cher. Donc il faut trouver un débouché qui soit constant. C'est souvent des industriels. Il faut trouver ensuite un industriel qui est prêt à s'engager sur le très long terme pour répondre à ses besoins énergétiques. Donc on va lui demander en fait de nous acheter de l'énergie pendant 15 ou 20 ans, qui est la durée d'immobilisation des investissements, ce à quoi n'importe quel industriel n'est pas habitué. Ils achètent sur des contrats qui peuvent être entre 2 et 3 ans, et puis en partie sur du marché spot. C'est un modèle économique qui a été aussi pendant très longtemps en concurrence avec les énergies fossiles et le gaz, qui a été pendant très longtemps bas. Donc aujourd'hui, on voit que c'est en train de changer et que les projets s'accélèrent, que les industriels commencent à vouloir sécuriser aussi leurs approvisionnements énergétiques. Et donc, ils se tournent vers ces solutions énergétiques. Mais la corollaire de ça, le contexte géopolitique fait qu'on a aussi une hausse très importante des coûts de matières premières. Et donc, les investissements pour réaliser ces installations-là sont aussi beaucoup plus élevés qu'avant. La dernière difficulté, je dirais que c'est une difficulté qui est liée au financement de ces projets par les organismes financiers, où, comme je le disais, si on est lié avec un industriel pendant une période très longue, qui va être le seul consommateur de la chaleur, le jour où l'industriel s'arrête, pour n'importe quelle raison, on se retrouve avec un investissement avec plus de revenus liés à cet investissement-là. Donc c'est quelque chose qui peut refroidir un petit peu les organismes financiers. Et à l'avenir, ça ne va pas forcément être facilité, puisque au niveau européen, il y a un texte qui s'appelle la finance verte durable, qui est la taxonomie, qui fixe en fait une liste d'activités qui sont considérées comme vertes et vers lesquelles les fonds financiers doivent être prioritairement orientés. Et aujourd'hui, la valorisation des CSR ne fait pas partie des activités considérées comme durables par la Commission européenne. Donc ça pourrait encore freiner les investissements vers ces installations. Cela étant, on pense quand même que ça va se développer, l'ensemble de la filière, l'ensemble des industriels, parce que c'est une énergie qui a beaucoup d'intérêt. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une énergie qui est locale, donc souveraineté énergétique de la France, dans le contexte géopolitique qu'on connaît.
Ça participe aussi à des projets d'économie industrielle et territoriale. Il y a des partenariats avec les collectivités qui peuvent soit alimenter des réseaux de chaleur urbains, soit fournir des déchets non recyclables pour préparer les CSR. Ça participe aussi à leur attractivité aux collectivités, puisque si elles ont des outils qui permettent à des industriels de fournir de la chaleur localement, ça peut aussi inciter des industriels à se relocaliser sur ces collectivités-là. Juste un petit point, le comité stratégique de filière valorisation et traitement des déchets estime que l'ensemble de la filière énergie-déchets pourrait permettre à horizon 2025, si elle se développait selon les objectifs qui ont été fixés, de se substituer à un tiers des approvisionnements qui sont aujourd'hui réalisés par du gaz russe. Donc il y a un vrai levier de développement. D'indépendance effectivement énergétique. C'est aussi une énergie qui est bas carbone. Il y a une étude qui a été faite en partenariat avec la FNAD et l'ADEME qui montre qu'on a des facteurs d'émission de l'énergie CSR qui est 2 fois moins importante que celle du gaz naturel. Donc ça participe à la décarbonation des territoires et des industriels. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi, ça participe à des grands objectifs, des objectifs environnementaux, donc la baisse de l'élimination des déchets pour orienter plus de déchets vers la valorisation. Merci Benjamin. On voit à la fois un contexte très dépendant d'une filière très dépendante du contexte énergétique, de la réglementation, des risques, mais aussi de nombreux intérêts. Merci d'avoir posé le contexte et le cadre sur l'utilisation de ce combustible solide de récupération. Muriel Olivier, je me tourne vers vous. Donc, je disais tout à l'heure, vous êtes délégué général de la FNAD, fameuse organisation professionnelle représentative des industriels de l'environnement, composée de 8 syndicats. Professionnels de la filière déchets. Votre organisation possède, on peut le dire, une véritable expertise sur l'ensemble de la chaîne de valeur des déchets, de la gestion des déchets. À ce titre, vous avez réalisé, il y a quelques temps maintenant, une étude du modèle économique du CSR. Première question, finalement, parce qu'on voit bien que l'enjeu économique est majeur. Quels enseignements vous tirez de cette étude ? Merci. Donc la première étude que l'on a réalisée à la FNAD avec le SN2E, notre syndicat des bureaux d'études, et avec le soutien de l'ADEME, elle remonte à 2015, au démarrage en gros de la filière en France. Et donc on a regardé quel était le modèle économique pour la filière, donc pour la production de CSR à partir de déchets non recyclables, et puis ensuite la production d'énergie à partir de CSR pour produire de la chaleur industrielle. Et donc, sur cette étude, on a pris en compte 2 impératifs. Le premier impératif, pour que la filière puisse émerger, c'est que le prix de cette filière soit compétitif par rapport au prix de gestion des déchets. Donc ça, c'est l'amont. Et puis en aval, l'objectif, c'était aussi l'impératif, c'est de produire de la chaleur compétitive par rapport à la chaleur produite à partir de gaz, voire à partir de charbon. Donc on se remet dans le contexte en 2015. Donc à l'époque, on avait en gros un prix de l'énergie, de la chaleur produite à partir de gaz autour de 30 € le mégawattheure. Donc je reviendrai un petit peu sur ces chiffres. Et donc ça, c'est la première chose. Ensuite, à partir de cette étude et de ces 2 impératifs, on en a déduit le prix que le producteur de CSR à partir de déchets non recyclables était capable de payer aux producteurs d'énergie à partir de CSR, donc pour l'échelon final, donc contribuer au prix de la chaleur finalement, puisqu'il va payer pour qu'on utilise ce CSR dans des chaufferies CSR. Et puis, donc ça c'est la première chose, donc ce qu'on appelle le gate fee, combien l'industriel qui produit le CSR peut financer au niveau du producteur d'énergie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, très clairement. Aujourd'hui, par rapport au CSR, en fait, aujourd'hui le schéma économique du CSR, c'est le producteur de CSR qui paye en fait pour l'utilisation de ce combustible, c'est bien ça. Voilà. Et puis la deuxième chose qu'on en a déduit, c'est quels sont les soutiens aux investissements nécessaires pour faire émerger cette filière dans ce contexte économique. Et donc suite à cette étude, il y a eu première chose, c'est que dès 2016, il y a eu la réglementation CSR qui s'est mise en place avec des particularités françaises qu'on ne retrouve pas ailleurs en Europe. C'est-à-dire que cette filière, elle est construite avec une garantie, je dirais, réglementaire qu'on utilise bien des refus de centres de tri, donc qu'on respecte bien la hiérarchie des filières de traitement de déchets, et puis par ailleurs que toute l'énergie qu'on va produire, elle est bien utilisée.
Donc ces unités sont adossées à l'industrie en général, à un consommateur industriel de la chaleur. Voilà. Et donc on a ensuite, au-delà de cette réglementation, les appels à projets de l'ADEME chaleur CSR qui se sont mis en place dès 2016 et qui ont été reconduits en 2017, régulièrement jusqu'en 2021 pour soutenir ces projets et faire émerger cette filière. Donc ça, je dirais que c'est l'histoire. Ensuite, on a remis à jour cette étude du modèle économique en 2020 avec l'ensemble des acteurs de la filière, dont la FEDEN, dont le FEDEREX, SNEFID, pour s'adapter à l'évolution du contexte économique. C'est-à-dire qu'en 2020, la chaleur produite à partir de gaz, elle avait fortement diminué. Je vous parlais de 30 € le mégawattheure en 2015. On était plutôt aux alentours de 17,50 €, 20 € le mégawattheure en 2020. Donc on a refait tourner notre modèle et en fait on en a conclu que on avait un déficit de compétitivité sur la chaleur produite à partir de CSR selon les cas étudiés, on avait plusieurs puissances de chaudière étudiées, entre 3 et 12 € le mégawattheure de déficit de compétitivité par rapport à la chaleur. Et donc c'est ça qui nous a permis de regarder aussi quels peuvent être les leviers pour aider à l'émergence de cette filière qui, Benjamin l'a un petit peu dit, mais qui contribue à la fois à la politique déchets, puisque effectivement les déchets non recyclables vont être utilisés pour produire de l'énergie et donc ça va contribuer à la diminution du stockage et donc à l'objectif fixé sur le stockage de déchets non dangereux. Et puis ça contribue aussi à la politique énergie, puisque dans la loi transition énergétique pour la croissance verte, il y avait un objectif de substituer aussi des énergies. Alors, vous le disiez, le contexte est évolutif en permanence. Benjamin Denis nous a rappelé justement l'évolution de ce contexte. Quels sont les impacts, selon vous, sur la filière CSR par justement l'évolution à la fois de la matière, de la réglementation, du contexte international ? En quoi ça impacte la filière, selon vous ? Alors, c'est vrai qu'on voit depuis un an des modifications majeures du prix de l'énergie, du prix des énergies. Et donc, ça a plusieurs impacts sur la filière CSR. On voit aussi une augmentation du prix des matières premières et donc des matériaux de construction. Et donc, du coup, ça a un impact sur les investissements qu'on estime entre plus 20, plus 30% par rapport au coût évalué dans notre étude initiale. En 2020. Vous confirmez ce que disait M. Denis. Ouais. Donc entre 2020 et 2022, donc quand même une augmentation assez rapide. Ça a également un impact sur les coûts d'exploitation de la filière, puisque en fait le coût des réactifs a augmenté, le prix de l'électricité a augmenté, et donc ça a aussi un impact sur l'investissement. Alors après, on pourrait se dire effectivement le prix de la chaleur a aussi augmenté, produite à partir de combustibles fossiles, a aussi augmenté. Et donc on pourrait se dire c'est favorable pour la filière. Donc oui, c'est favorable pour la filière, mais il faut quand même rappeler que tous les projets qui sont dans les tuyaux, ils sont aussi là pour garantir à l'industriel un prix de la chaleur durable dans le temps. C'est pas une chaleur qui va être indexée sur le prix des énergies fossiles. C'est ça le pari que va faire l'industriel quand il va choisir d'investir dans une chaudière de production d'énergie à partir de CSR. Et donc, sur tous les projets qui sont, qu'on commencé à avancer depuis quelques années, c'est pas parce que le prix de l'énergie fossile il a explosé, le gaz a multiplié par 20. C'est pas pour ça que le prix de la chaleur produite à partir de CSR peut, s'adosser à ce prix de l'énergie fossile, quoi. Alors on l'a vu, c'est un enjeu, on est en train de le dire et de dérouler progressivement cette filière CSR, un contexte qui évolue. Intéressant sans doute à ce stade d'évoquer les leviers en fait, de développement pour faire plus de CSR. On voit qu'il y a un potentiel, on est loin du compte aujourd'hui. Selon vous, au nom des industriels, encore une fois, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui pour passer à la vitesse supérieure ? D'accord. Alors, c'est vrai que ces leviers ont été identifiés à l'issue de l'étude de 2020. On n'a pas remis à jour le modèle, mais en fait, ces leviers sont
pour certains encore, je dirais, d'actualité. Donc les premiers leviers, et c'est ceux qui sont le plus d'actualité aujourd'hui, c'est des leviers qui vont sécuriser la filière sur le long terme. Et donc sécuriser la filière sur le long terme, hein, Benjamin l'a rappelé, effectivement, on s'engage pour 15 ou 20 ans quand on investit dans une chaudière CSR. Et donc c'est peut-être ouvrir pour cette filière la possibilité d'avoir des projets en cogénération. On va produire de la chaleur, bien sûr, pour l'industriel, mais on va aussi produire de l'électricité qu'on va pouvoir revendre au réseau. Et donc ça sécurise les projets, puisque sur le long terme, on peut avoir le cas d'industriels qui vont diminuer leur activité ponctuellement, et à ce moment-là, s'ils consomment moins de chaleur, on pourra produire de l'électricité, la mettre sur le réseau, et puis on n'est pas non plus à l'abri d'une défaillance d'un industriel sur le long terme, et donc ça sécurise également cette possibilité de faire de l'électricité, sécurise la filière. Donc ça, c'est un point qui est important. Le deuxième levier, toujours sur l'idée de sécuriser la filière sur le long terme, on a imaginé la possibilité d'un dispositif assurantiel qui viendrait sous un fonds, qui viendrait compenser le prix de la chaleur CSR pour le jour où le prix de la chaleur produite à partir de gaz vient diminuer. Donc aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Clairement, le prix de la chaleur à partir de gaz, elle est plutôt très élevée. Donc on n'en a pas besoin. On craint quoi derrière une perte de débouché CSR pour retourner vers le gaz, ce qu'on se dit, c'est qu'un industriel, dans quelques années, qui voit que le prix de son énergie à partir de CSR redevient plus important que celui auquel il aboutirait à partir de gaz, il peut remettre en service sa chaudière gaz assez facilement. Et c'est dans la logique industrielle, c'est pas choquant. Donc on se dit, s'il y avait un dispositif assurantiel pour donner de la visibilité sur le long terme à l'industriel sur son prix de la chaleur, et pour qu'il reste compétitif par rapport à d'autres industries qui n'auraient pas fait ce choix, ça nous semble être intéressant. Donc ça, c'est vraiment les leviers, qui restent complètement d'actualité. On a d'autres leviers qu'on a mis en avant, qui étaient notamment les leviers économiques. Donc on voit que malgré les aides ADEME, et notamment en 2020, on avait du mal à trouver l'équilibre économique. Hein. Je disais, il manquait entre 3 et 12 euros par mégawattheure pour la chaleur produite, donc un déficit de compétitivité de la chaleur produite à partir de CSR. Et donc là, on a fait des propositions de leviers économiques, comme par exemple l'allocation de quotas gratuits de CO2 sur ces nouvelles filières CSR, comme on avait imaginé peut-être une TGAP réduite sur les refus de préparation de CSR pour avoir une charge en moins en fait sur la production de ce CSR. Et puis on avait un troisième axe économique, c'était l'ouverture au dispositif des certificats d'économie d'énergie pour la filière CSR. Et donc ça, c'est vrai que ça a été mis en place en juillet 2020. Et aujourd'hui, la filière en bénéficie sous certaines conditions de démarrage des projets à une certaine date et puis de mise en service à une certaine date relativement proche. Et le dispositif a été, revu à la baisse à l'occasion de l'ouverture de la 5e période des certificats d'économie d'énergie, qui fait qu'aujourd'hui, ces contraintes de date plus le fait qu'on ait supprimé un coefficient qui multipliait un peu les volumes potentiels de certificats d'économie d'énergie font que ces leviers sont aujourd'hui moins intéressant. Et puis la troisième type de levier, c'était des leviers pour sécuriser le gisement de CSR, et notamment en permettant à des projets utilisant des CSR issus d'ordures ménagères résiduelles ou de déchets ménagers de pouvoir prétendre aux aides des dispositifs des appels à projets de l'ADEME. Et donc, bien sûr, sous condition, c'est-à-dire il faut, si on dit on va faire du CSR à partir de déchets ménagers, il faut bien sûr que la collectivité concernée ait atteint les objectifs en termes de recyclage ou en termes de tri à la source des biodéchets. L'idée, c'est pas de développer des capacités
qui irait à l'encontre des objectifs. Encore une fois, il y a cette obligation et cette volonté de respecter la hiérarchie des filières de traitement de déchets. Donc, donc c'était les 3 types de leviers qu'on avait imaginés pour sécuriser la filière, pour des leviers économiques qui aujourd'hui sont sûrement moins d'actualité, et puis des leviers pour sécuriser le gisement de déchets. Alors justement, Muriel, une question d'un internaute sur ces leviers économiques. Quel est l'intérêt, et vous le disiez, pour un industriel, et peut-être question pour Benjamin Denis également, quel est l'intérêt donc pour un industriel de se lier sur une période si longue s'il n'y a pas d'avantage économique? Sans prendre la défense des industriels, c'est une question qui se pose forcément, surtout si cette valorisation n'est pas mise en avant par l'Europe. Alors on va en parler de l'Europe dans un instant, mais effectivement, vous le dites, ça fait partie des réponses, de rassurer des leviers économiques qui permettent de stabiliser le modèle éco. Alors, l'intérêt des industriels, aujourd'hui, il est d'autant plus important qu'on voit bien cette augmentation très forte des coûts de l'énergie, que ce soit l'électricité ou le gaz. Donc, un industriel qui aurait de la chaleur produite à partir de CSR, encore une fois, ce prix de la chaleur, il ne serait pas corrélé à l'augmentation du prix de l'énergie fossile. Donc, ça lui permet d'avoir quand même une visibilité dans le temps de son prix de l'énergie. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, il y a ce choix du CSR pour une énergie moins carbonée que des énergies fossiles, des combustibles fossiles, et effectivement, dans le temps, une visibilité sur le prix de son énergie. Sur cette question de l'investissement, de la durée, le temps, vous l'avez dit, Monsieur Denis, c'est une problématique qui doit être considérée, cet engagement dans le temps pour l'industriel? Oui, pour rejoindre tout à fait ce que disait Muriel, moi ce que je retiens, le sujet, c'est le temps long en fait. C'est des investissements qui sont lourds, on a besoin d'engagement sur des temps longs. On va demander à un industriel de s'engager sur un temps long avec des risques industriels derrière, aussi bien pour celui qui va utiliser la chaleur que celui qui va la produire, qui sont importants. On a un contexte d'aide économique qui font que on manque parfois un peu de visibilité aussi sur ces projets-là. Les propositions qui ont été faites par la filière, elles sont primordiales parce qu'elles permettent justement de sécuriser sur ce temps long. Pour venir sur le sujet de l'intérêt des industriels, il y a un intérêt qui va être quand même très lié à la décarbonation. Donc déjà, il y a des objectifs qui sont fixés au niveau européen et au niveau national sur la décarbonation de l'industrie. Et derrière, il y a des réglementations européennes, notamment le marché des quotas carbone qui est en cours de révision pour sa nouvelle période. Et ce qu'est en train de dire l'Union européenne, c'est que il y avait des quotas gratuits qui étaient donnés à des industriels qui avaient des risques de délocalisation forts. Donc, pour pas qu'ils viennent être pénalisés par rapport à des industries situées dans d'autres pays qui ne payent pas de coûts carbone, ils avaient des quotas gratuits. À terme, 2027-2030, ces quotas gratuits vont disparaître. Donc, les industriels vont payer le coût du carbone sur les énergies qu'ils utilisent. Et c'est là où le CSR a aussi son intérêt, c'est que on a un facteur d'émission qui est plus faible, on est en partie décarboné, et du coup, ça leur permet de réduire leur empreinte carbone et du coup ce coût des quotas CO2. On parle de l'Europe, Muriel Olivier, avec vous, parce qu'effectivement, on voit bien que cette question de l'énergie, elle dépasse largement les frontières. On le voit, on est dans un contexte qui, actuel, va sans doute amener la Commission européenne à prendre en compte les énergies renouvelables et une récupération produite à partir des déchets non recyclables. On l'espère, en tout cas, ça fait partie des questions qu'on se pose. Selon vous, est-ce que l'Europe va modifier sa réglementation pour prendre en compte davantage ces déchets dans le cadre de sa politique déchets et énergie, notamment ? En fait, pour nous, c'est vrai qu'on est un petit peu surpris de voir que devant cette urgence et cette crise énergétique, aujourd'hui, l'énergie de récupération, donc partiellement renouvelable, n'est pas beaucoup prise en compte dans une communication comme Repower ou dans la taxonomie. Donc, cette liste des activités vertes qui pourront prétendre plus facilement à des financements, voire à des subventions, on voit que tout ce qui est valorisation énergétique de déchets, production d'énergie à partir de déchets, à date, est exclu. Et donc, c'est vrai que c'est assez surprenant à l'heure où on manque d'énergie en Europe. Et c'est vrai que il faut aujourd'hui s'appuyer sur toutes les énergies. Certes, c'est pas une énergie complètement décarbonée, mais elle est quand même
c'est quand même une énergie bas carbone dont nous disposons, et d'ailleurs pas seulement sur la filière CSR. Hein. Benjamin faisait référence à une étude qu'on a fait au niveau du comité stratégique de filière transformation et valorisation des déchets. C'est vrai qu'à moyen terme, on pourrait l'énergie produite à partir de déchets, alors le CSR, l'utilisation de ce qu'on produit sur les usines d'incinération de déchets. Aujourd'hui, on a, rien que sur ces usines, à volume de déchets constant, on a 8 TWh de chaleur qu'on pourrait récupérer et injecter dans des réseaux de chaleur. Hein. Si on ajoute le gaz produit à partir de méthanisation ou de centres de stockage de biogaz, on pourrait remplacer un tiers des énergies produites à partir du gaz russe qui est importé aujourd'hui. Donc à moyen terme, je ne veux pas dire d'échéance trop courte non plus, mais voilà, donc c'est quand même très important de les prendre en compte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit, comme on dit, on voit, il faut accélérer les énergies renouvelables. Oui, bien sûr, mais il faut décarboner les renouvelables. Mais oui, mais il faut aussi accélérer l'utilisation de ces énergies de récupération qui sont des énergies locales, avec une visibilité sur le coût de l'énergie produite et qui existe en fait, qui existe à l'échelle des territoires. Le message est bien passé. Je me tourne vers vous. Il y a des questions. Merci pour votre participation à distance. Et donc, je vais en prendre deux que je vous propose de partager. On reste sur la partie notamment de composition du CSR. Y a-t-il un rempart permettant de garantir que seuls des déchets non valorisables alimentent ces CSR ? Je ne sais pas qui veut répondre sur cette composition. On voit bien que le CSR en lui-même est très hétérogène finalement. Hein. On en parlera aussi avec vous, Monsieur Mouillet, en fonction des sites. Est-ce que là, il y a un garde-fou ? Est-ce qu'on peut parler de ce rempart permettant de garantir que seuls les déchets non valorisables alimentent CSR ? Comment sont constitués ? Comment sont triés ? Comment sont préparés ? Peut-être on peut faire un zoom là-dessus. Monsieur Denis, peut-être ? Alors aujourd'hui, on a un cadre réglementaire qui est existant depuis 2016 et qui est très clair. On a un arrêté ministériel qui nous dit dans quelles conditions on peut produire du CSR. Donc on ne peut le produire qu'à partir de déchets qui sont non recyclables. Donc ça va être des refus de tri. Il y a aussi des éléments sur la composition physico-chimique de ces CSR. Ils ne doivent pas avoir trop de chlore parce que le chlore dans les fumées, c'est nocif pour l'environnement. Donc, on a ce cadre réglementaire qui est existant, qui est très strict. Mais aujourd'hui, on a encore une part de déchets non recyclables qui arrivent sur les centres de tri et qui est amenée en plus à augmenter parce que, enfin, on en parlait ce matin pendant la plénière, mais l'extension des consignes de tri, on va demander à tous les Français de mettre l'ensemble de leurs emballages dans la poubelle jaune. On sait très bien qu'il y a environ 15 à 20% de ces emballages qui aujourd'hui n'ont pas de solution de recyclage. Peut-être qu'ils en auront à terme et on l'espère tous, mais aujourd'hui c'est des flux qui n'ont pas de solution de recyclage. Et puis quand il y en a qui trouvent des solutions de recyclage, il y a des nouveaux flux qui arrivent sur des nouveaux emballages, des nouveaux déchets qui arrivent dans nos installations qui n'avaient pas été prévus et qui n'ont pas de solution de recyclage. Donc on ne fabrique bien, je rassure tout le monde, on ne fabrique des CSR qu'à partir de déchets qui sont non recyclables. Et vous dites aussi que ce gisement va augmenter de plus en plus par il va peut-être y avoir un effet... il y a des nouveaux déchets non recyclables qui vont peut-être arriver sur le marché et qui vont remplacer des déchets qui auront trouvé des solutions de recyclage. Donc, tout cela est très mouvant. Ouais, on a bien compris. Merci. Peut-être à nouveau vers vous, Muriel Olivier, sur une question. Vous parliez tout à l'heure de déficit de compétitivité de 3 à 12 euros du mégawattheure du CSR dans le contexte en 2020. La question qui s'adresse à vous est quel est le coût de production de CSR au mégawattheure aujourd'hui selon vos estimations ? Je ne sais pas si vous Alors, on n'a pas fait, comme je l'ai dit, on n'a pas fait retourner le modèle, puisqu'en fait, c'est vrai que si on regarde, on aurait pu le refaire tourner il y a 1 an, il y a 6 mois c'était différent, et puis là c'est encore différent. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai donné plutôt les tendances, puisqu'on a retravaillé avec nos adhérents pour voir effectivement quelle est l'évolution. Ouais. Aujourd'hui, je n'ai pas d'études pour vous répondre précisément à cette question. Peut-être l'occasion, à l'issue de ces assises, de proposer une nouvelle étude, effectivement, fera partie des pistes pour actualiser ce modèle économique. Je crois que le prix de l'énergie, il évolue en permanence. Ouais. Donc on a déjà fait tourner plusieurs fois. Je pense qu'aujourd'hui, les avantages qu'on a exposés sur l'aspect décarbonation et l'aspect visibilité du prix de l'énergie dans le temps, c'est ça qui va aussi être important, quoi. Très bien. Merci Muriel Olivier. Peut-être en conclusion, vous posez la question suivante, très simple. Quelles sont vos préconisations ? On l'a bien entendu, vous proposez un certain nombre de pistes pour développer la filière CSR à court terme, moyen terme, si on synthétise vos propositions.
Je vais être assez Succincte. succincte, ouais. La première chose, c'est qu'il faut réussir à concrétiser tous les projets CSR, entre guillemets, en stock, qui ont été présentés dans les appels à projets de l'ADEME depuis 2016, 2017 et jusqu'en 2021. Hein. Donc là, il y a une évaluation d'une douzaine de projets qui représenteraient 900 000 tonnes en France. Donc voilà, concrétiser ces projets, je pense que ça c'est important. Même si on voit aujourd'hui que l'Europe ne facilite pas forcément cette concrétisation, privilégie quand même des projets, pour les aides d'État, des projets qui seraient plutôt en cogénération au rendement ou 100% biomasse. Mais bon, c'est vrai qu'en France, on a fait ce choix aussi de développer la filière CSR avec cette priorité chaleur parce qu'on a de l'énergie électrique décarbonée. Hein. Donc voilà, je pense que ça, la première chose, c'est concrétiser les projets qui ont déjà été déposés. Ensuite, maintenir la dynamique de ces appels à projets. Je pense que toute la profession appelle de ses voeux la poursuite de ces appels à projets. Un projet CSR, ça met 4 à 5 ans à sortir de terre, donc je pense qu'il ne faut pas rompre la dynamique de ces appels à projets de l'ADEME. Et puis la troisième chose, je pense qu'il faut que l'on retravaille sur la trajectoire CSR. Donc en 2015, au moment de la loi de transition énergétique, a été évaluée à 2,5 millions de tonnes de CSR à horizon 2025. Je pense qu'il est très important de regarder aussi, post-loi AGEC, et puis à plus long terme, quelle serait la trajectoire sans remettre en question les objectifs de prévention, de recyclage, de valorisation organique, bien sûr. Hein, mais en tout cas, je pense qu'on a tous intérêt à retravailler cette trajectoire, la confirmer ou la modifier. En tout cas, qu'on ait donné aussi une visibilité aux industriels qui vont investir. En fait. Très bien, c'est noté. On note ces propositions, ces préconisations. Je rappelle que ces assises sont là aussi pour vous entendre, mais aussi noter et faire avancer les enjeux, les questions en l'occurrence sur le CSR. Merci beaucoup, Muriel Olivier. Vous restez avec nous évidemment. D'autres questions pour vous? Il y en a une que je garde. On va voir si je vous l'adresse ou peut-être à Monsieur Mouillet justement que je vais accueillir maintenant. Merci d'être avec nous. Vous avez créé Naoden donc en 2015. Et votre vocation à vous, c'est de valoriser les ressources locales. On est précisément dans ce dont on est en train de parler depuis ce matin, c'est-à-dire comment faire de ce déchet une ressource finalement, avec une dimension vous concernant très locale. On le verra, on est sur sans doute une autre taille aussi de structure. Vous avez aujourd'hui un parc de production d'énergie décentralisé installé de 3000 kilowatts, c'est bien ça, sur différents sites en France. Je veux bien que vous nous expliquiez votre modèle, votre activité quelque peu atypique, on va dire, dans le paysage des déchets d'une manière générale ou de la production d'énergie, parce que on peut dire que vous faites partie de ces unités plus, comment dirais-je, à taille humaine ? À taille humaine ou à taille tout du moins industrielle, on va dire. Alors effectivement, on a créé Naoden en 2015 et notre vocation en tant que concepteur et fabricant de nos solutions, c'est de proposer des solutions de production d'énergie décentralisée issues de la valorisation de ressources locales. Effectivement, vous précisiez le nom Naoden, très proche de Naoned, qui est Nantes en breton. C'est aussi dans notre volonté de marquer un ancrage territorial fort, autant dans le fait d'être un acteur du territoire, mais également de sous-traiter, de fabriquer nos machines principalement en région. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des équipements qui composent nos machines sont fabriqués en région Pays de la Loire. Alors, la solution finalement qu'on porte et qu'on a mis en avant, c'est ce qu'on appelle la pyrogazéification, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à transformer de la matière solide instantanément en gaz dans un réacteur. Et ce gaz, une fois produit, peut être valorisé de différentes façons, soit directement dans un moteur pour produire par exemple de l'électricité et de la chaleur, donc de la cogénération, ou alors directement sur des process industriels, sur des brûleurs en flamme directe. Donc nous n'avons pas forcément vocation à être concurrents des chaufferies et des chaudières traditionnelles à eau chaude, mais vraiment on va aller chercher des process ayant recours à de la flamme ou cherchant des petits modules de cogénération. Ouais. Alors, on a effectivement à ce jour et depuis 2015 installé et mis en service un parc de l'équivalent de 3 MW, ce qui représente environ
l'équivalent d'une dizaine de modules que l'on produit. Le premier a été, et les premiers, on va dire, ont été plutôt des pilotes ou des démonstrateurs. Donc il y a un premier pilote de cogénération de 30 kW électriques qui est installé sur le site des Coteaux nantais au sud de Nantes. Et un deuxième pilote, première version, on va dire, industrielle de nos solutions, qui a été installé sur le site de Kerval Centre-Armor, donc à côté de Saint-Brieuc, donc site de collecte, de tri et de valorisation de déchets. Donc je reviendrai un petit peu plus tard sur ce projet pilote qui est assez intéressant et qui nous permet aussi de progresser dans le domaine de la connaissance de la gazéification et des combustibles. Et puis, à l'issue de ce projet de Kerval, eh bien, nous avons eu l'occasion de démarrer plusieurs types d'installations plutôt industrielles, soit en production de flammes, soit en cogé. Et récemment, une première réalisation, on va dire, industrielle significative avec la mise en place de 4 modules de production de gaz de synthèse directement valorisés sur un four et sur les fours de la société Bouillet-Leroux, donc qui fabrique des briques de construction et qui est un très gros consommateur de gaz et d'énergie fossile. À savoir que Bouillet-Leroux a déjà fait des démarches pour verdir ses fours, mais on va dire toute une partie du four en avant-feu n'avait pas de solution de substitution. Et donc nos modules permettent de produire du gaz pour substituer le gaz naturel. Donc nos solutions sont plutôt de petite taille. Et l'idée, ce n'est pas de développer à chaque fois des gros modules et des grosses installations, mais plutôt de venir les mettre en parallèle sur un collecteur gaz et de pouvoir s'adapter aux besoins finalement de chaque site client. Alors, vous allez nous expliquer justement comment ça fonctionne, Eric, mais ce que je comprends dans votre témoignage et ce qui est intéressant, c'est que là où traditionnellement, les CSR, on voit, concernent aujourd'hui les grands cimentiers, la papeterie, l'agroalimentaire, la chimie, on l'a entendu, vous proposez cette solution alternative, plutôt sur des petites structures, en fonction d'un contexte spécifique. Concrètement, comment ça fonctionne ? Alors, le site justement de Saint-Brieuc nous permet de tester différents types de combustibles et en fait, eh bien, aujourd'hui, on va aller cibler des clients qui sont eux-mêmes producteurs de déchets, qui ont une capacité à préparer, à transformer leurs déchets, mais cette fois-ci, au lieu de payer pour faire traiter et évacuer ces déchets, eh bien, on va étudier la possibilité de les valoriser dans notre machine. Donc en général, sur site, chez eux, et substituer l'énergie fossile. Donc on est vraiment au cœur, on va dire, de la valorisation in situ du déchet et de la production d'énergie. Vous imaginez le modèle substitution du traitement et du coût du déchet, substitution d'énergie fossile et réduction de l'empreinte carbone, ce qui amène à des rentabilités du modèle très intéressantes. Mais la particularité, effectivement, c'est de comprendre et de voir comment se comporte le combustible dans nos machines et quelles sont les émissions qui en ressortent. Et donc, globalement, aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on propose à nos clients de tester sur le site de Saint-Brieuc les combustibles, d'une part dans leur comportement dans le réacteur en gazéification, et une fois qu'on a trouvé la bonne recette et les bons réglages, on fait intervenir des organismes indépendants pour effectuer des mesures d'émissions atmosphériques et pour pouvoir quantifier effectivement les polluants ou les rejets atmosphériques qui pourraient exister. Ensuite, une fois qu'on a ces résultats, eh bien, c'est un échange avec l'Adréal pour adapter, modifier ou porter à connaissance l'évolution potentielle du site et du classement ICPE du site pour intégrer nos solutions. J'imagine, comme toute structure, comme toute proposition, des freins et des avantages à cette solution. Quels sont-ils concernant vos modules donc, qui sont mis en série, vous le disiez, un sur-site propre, qui représente un gain économique. J'imagine que vous avez travaillé sur chiffrage. Donc là, il y a un gain, j'imagine, économique important, des avantages, mais également des freins. Vous pouvez nous détailler ces freins et les avantages ? Oui, alors, bon, les avantages, effectivement, et la vision que l'on porte depuis le début, c'est des petites unités qui sont fabriquées, pré-testées, opérationnelles, prêtes à livrer. Le fait de pouvoir les mettre en parallèle, c'est vraiment une grande souplesse. Il n'y a pas d'ingénierie, ou très peu, si ce n'est l'ingénierie d'intégration, mais il n'y a pas de développement machine à faire. C'est aussi pour nous, sur une technologie innovante,
finalement l'apprentissage, un gain de temps sur l'apprentissage et retour d'expérience, c'est-à-dire ce qu'on découvre sur une machine, on le fait évoluer sur l'ensemble de notre parc. Donc comme le fait de standardiser, voilà. Je pense aussi que le fait d'être sur des petits modules, des petites unités, favorise aussi l'acceptation du public finalement. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la mise en place d'un très très gros projet, donc on est relativement discret. Et puis, on parle de modularité, mais aussi dans la puissance que l'on installe chez le client. C'est-à-dire qu'on voit des clients qui, aujourd'hui, ont des besoins quantifiés et qui projettent déjà une augmentation de leur production. Et à ce moment-là, on va être capable de faire augmenter la puissance en fonction des besoins de notre client. Et à contrario, on parlait aussi d'investissement, de prise de risque et de mise en place d'installations chez des clients. Si un jour un client fait défaut, eh bien en fait on peut venir et récupérer les machines. Puisque finalement on a très peu d'infrastructures pérennes sur le site, si ce n'est une dalle, mais on vient mettre les modules et on peut les enlever aussi rapidement qu'on les a montés. Donc ça, en termes aussi de solutions de financement, de schémas de vente d'énergie plutôt que de vente d'équipement, ça peut être aussi un intérêt pour les financeurs. Et ça répond aussi à cette question de l'engagement, de l'investissement sur le temps. Fait. Éric, je me permets de vous couper. J'ai une question justement précisément sur cette notion-là qui nous parvient depuis les internautes. Merci à vous encore une fois de partager vos questions. Quel investissement et modèle économique pour une installation Naoden ? Y a-t-il une taille notamment minimale pour atteindre un seuil de rentabilité ? Alors déjà, la notion de la rentabilité, elle est extrêmement variable en fonction du contexte du projet, en fonction du combustible aussi que l'on va valoriser, parce que là, on parle de CSR, mais sur d'autres projets, on va parler de biomasse plus traditionnelle. Donc en fait, en fonction du combustible, en fonction de l'intégration aussi que ça peut avoir, l'investissement peut être variable. Nous, par expérience, on se rend compte que la valorisation du gaz de synthèse directement sur des brûleurs, sur une puissance, on va dire, supérieure à 1 mégawatt, commence à être très intéressante dans le business model pour le client, avec des temps de retour sur investissement, encore une fois, avec toutes les réserves des conditions de fonctionnement, mais qui peuvent être de 3 à 6 ans, avec plus ou moins de subventions. Le modèle, je trouve, COGé, avec un investissement assez lourd et finalement un OPEX aussi assez lourd, peut être un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc aujourd'hui, on est plutôt à chercher à valoriser, à substituer du gaz naturel directement sur des sites industriels. Pour répondre concrètement à la question de l'investissement, on peut annoncer un chiffre, c'est complexe, ça dépend, j'imagine, de l'unité. Oui, et puis je ne donnerai pas forcément là, parce que évidemment, on donnera vos contacts. Mais alors, je parlais des avantages, mais il y a aussi des freins à la mise en place pas uniquement de nos solutions, mais finalement de ces types de solutions. C'est, je trouve, parfois la difficulté sur les cadres justement réglementaires, ICPE, les impacts, qui sont quand même... Alors, il y a beaucoup de travail qui est fait, notamment au sein du club Pyrogazéification et avec les différents organismes et avec les DREAL. Mais à l'échelle locale du territoire, il y a encore beaucoup de discussions à avoir, d'évangélisation de la solution à faire. Je dirais que le fait d'avoir plusieurs typologies de combustibles ou de ressources à valoriser localement implique d'avoir des essais à faire. Enfin voilà, donc dans les processus de décision, ça peut être beaucoup plus long. Et puis, je dirais, la pyrogazéification aujourd'hui n'a pas forcément une image une belle image en fait. C'est un sujet qui est, à mon sens, assez compliqué. Il y a eu des échecs sur des gros projets qui ont été financés. Donc aujourd'hui, globalement, on sent qu'il y a une petite crainte face à ce sujet, et donc on doit faire œuvre de pédagogie, de transparence, voilà. Alors, on va y venir parce que vous avez justement mené une expérimentation sur le site de Saint-Brieuc. Mais avant, une nouvelle question pour vous. Peut-être répondre. Alors, ça concerne peut-être pas que la solution que vous proposez chez Naoden, mais pour rassurer, justement. Il y a une question là, qu'on sent un petit peu anxiogène sur le risque d'auto-échauffement des CSR. Est-ce qu'il y a un risque d'auto-échauffement spécifique à ce combustible qui veut répondre autour de la table? Question qui nous est parvenue depuis le début de la table ronde, donc je pense qu'il faut y répondre.
sur le point technologique? Auto-échauffement, à mon sens, il n'y en a pas. Après, on stocke la matière dans des silos qui sont surveillés avec éventuellement des systèmes de protection contre l'incendie. Donc, j'ai pas eu vent de tels problèmes. Okay. Voilà. Très bien. On parle justement R&D, expérimentation, parce qu'on le voit, le sujet est complexe, peut être source à interprétation, et vous avez encore, vous, besoin de creuser, d'expérimenter cette solution sur une taille avec vos modules à l'unité dont vous nous parliez. Donc vous avez mené une expérimentation avec l'école des mines sur le site de Saint-Brieuc. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Alors, on a effectivement candidaté sur un appel à projet de la région Pays de la Loire, et on a eu ce soutien pour justement tester d'une part les polluants composant le gaz de synthèse issus de la valorisation de CSR. Donc là, on s'est adossé effectivement à l'école des mines et avec un autre industriel de la région pour quantifier les polluants et trouver des solutions justement pour abattre ces polluants avant de valoriser le syngaz et donc de finalement valoriser un syngaz décontaminé, propre, plutôt que de chercher à traiter des gros volumes de fumée. Donc ça, c'est un projet qui est toujours en cours. Et aujourd'hui, on a réalisé les premières campagnes d'essai et on est en train de travailler sur la mise en place justement des unités de traitement du gaz de synthèse. Voilà. D'accord. Beaucoup de questions pour vous, Eric, mais je pense qu'il concernera une question de Margot. Dans les cercles vertueux d'EIT, dont on parle avec le site de Saint-Brieuc notamment, est-il possible de faire de la R&D sur ces solutions pour qu'ils puissent devenir agréés pour gérer certains déchets dangereux, solvants, autres voilà. Est-ce que ça peut être un des objets de cette expérimentation? Alors aujourd'hui, le site de Saint-Brieuc l'unité qui est en place est une première version commerciale, donc il y a des capacités de réglage, d'adaptation qui sont, on va dire, relativement limitées et dans le scope de ce qu'on avait imaginé. Évidemment, on est toujours ouvert à tester des combustibles de prospects, de clients, pour quantifier les émissions. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, on est une société d'une quinzaine de personnes. On n'est pas des chercheurs à proprement parler, donc on a une vocation quand même industrielle. Et donc notre priorité, c'est de vendre et d'installer des unités sur des sites. La R&D est une projection on va dire, à long terme ou à moyen terme de l'évolution de nos solutions. Maintenant, dans le cadre de partenariats spécifiques avec des marchés qui ont été identifiés, évidemment, on est complètement ouvert à cette collaboration. On est agréé Crédit Impôt Recherche, donc ce qui permet aussi à nos clients ou à nos prospects de pouvoir déduire une partie des frais de développement de leurs impôts. Voilà, donc oui, on regarde les sujets de collaboration, mais encore faut-il qu'on arrive à bien maîtriser, bien voir la partie marché que ça représente. Une question qui s'adresse aussi au territoire que vous interrogez à travers vos solutions modulaires. Devant des solutions territoriales, que sont les chaufferies bois ou CSR? N'est-il pas nécessaire de reconsidérer les plans locaux d'urbanisme pour regrouper les habitations autour du réseau de chaleur? Donc cette question aussi de l'aménagement finalement, de l'urbanisme autour de ces réseaux qui vont se constituer progressivement. Est-ce que vous pensez que ça doit effectivement aller de pair avec ces plans locaux d'urbanisme? Alors, oui, je pense que ça doit être le cas. Alors bon, nous on est, comme je disais tout à l'heure, on est assez éloigné de la chaufferie biomasse traditionnelle. D'une manière générale, un réseau de chaleur n'a de pertinence que si il y a une densité énergétique véhiculée suffisamment importante pour avoir un rapport entre l'investissement du projet et l'économie substituée. Donc effectivement, les PLU doivent chercher, à mon sens, à densifier. Après, il y a déjà beaucoup d'efforts qui sont faits aussi sur l'habitat en termes de limitation des déperditions. Donc après, c'est regarder toute cette logique, on va dire, de construction et d'approvisionnement en énergie. Ce sont des sujets qui sont
relativement complexe. Alors les PLU contribuent à poser un cadre assez général et les bureaux d'études doivent aussi être en mesure d'analyser la pertinence de chaque solution. Ok. N'hésitez pas, oui. D'installations proches de l'habitat, on a quand même sur les installations qui traitent des déchets des sujets d'acceptation sociale de ce type de projet. Du coup, les construire à côté d'habitations, c'est compliqué et ça peut encore ralentir les projets. Juste un mot sur le sujet des déchets dangereux. Aujourd'hui, on a des solutions qui existent de recyclage de déchets dangereux, des solutions de valorisation. Ça se fait quand même dans un cadre réglementaire qui est très strict, parce que l'objectif, c'est de détruire la dangerosité, donc détruire la substance dangereuse, pour pas qu'elle soit remise dans la nature, pour protéger l'environnement et la santé humaine. Donc le sujet des déchets dangereux, aujourd'hui, il y a des innovations qui existent, mais c'est dans un cadre réglementaire qui est très strict. Tout à fait. C'est précisément, ça fait l'objet d'une question que je vous partage, Benjamin, si vous voulez compléter. Brûler les CSR dans des chaudières revient à l'incinération des déchets. Quelles seront les surveillances de ces installations et répondront-elles aux mêmes normes ? Les pollutions peuvent être diffuses sur la région. On voit bien qu'il y a cette préoccupation, hein, et vous l'avez dit, c'est quelque chose qui est très suivi chez vous, très normé, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet ? On produit des CSR déjà à partir de déchets qui sont non recyclables. On a un cadre réglementaire, donc je le disais tout à l'heure, sur la préparation, mais également sur la valorisation. Donc les chaudières CSR doivent répondre aux prescriptions d'un arrêté ministériel qui prescrit beaucoup de choses sur l'ensemble des rejets. Et je dirais que la logique entre un incinérateur et une chaudière CSR, elles sont quand même assez différentes. Un incinérateur, il est là pour détruire les déchets et s'il peut valoriser la chaleur, maintenant ce que font presque tous les incinérateurs, c'est très bien. L'installation CSR, elle est là pour... Son objectif principal, c'est de produire de la chaleur. Elle le fait à partir de déchets, mais son objectif principal, ça reste quand même de produire de la chaleur. Donc la logique est différente. Et en termes d'émissions, elle est soumise à la même directive émissions industrielles, directive européenne. Donc c'est les mêmes contraintes sur les émissions dans les deux cas. Donc là, il y a un contrôle effectivement en permanence des émissions et un respect des seuils réglementaires imposés, quoi. Très bien. On finit avec vous, Eric, sur cette notion quand même de temps qui est importante, parce qu'on voit bien qu'il y a encore beaucoup à faire. Combien de temps cette technologie, selon vous, peut être disponible et déployée à grande échelle, entre guillemets ? On y est presque ? Alors moi, j'estime qu'on y est presque, puisqu'on a aujourd'hui des installations commerciales qui sont en service. Alors, sur lequel, effectivement, il y a un travail d'amélioration continue qui va être amené à être réalisé pour vraiment travailler dans la fiabilisation de la disponibilité des installations. Je dirais qu'aujourd'hui, on a développé à peu près, on est à 80-90% de niveau de satisfaction de l'équipement, et on sait très bien que les 10% ou 20% restants sont parfois les plus durs, c'est voir l'usure des équipements dans le temps. Mais c'est aussi finalement, à travers notre solution, le fait, encore une fois, de les mettre en parallèle, d'avoir toujours le même type d'équipement. C'est de l'apprentissage, et puis je dirais que quand il y a 4 ou 5 machines mises en parallèle pour alimenter une tuyauterie de gaz, eh bien, si une machine s'arrête, il y a les 4 autres qui continuent à tourner et à produire. Et donc ça, c'est aussi important dans les notions de disponibilité. Voilà. Donc moi, je considère qu'aujourd'hui, on est prêt à déployer nos solutions directement chez des industriels de manière massive. Après, il faut aussi qu'on ait un soutien globalement des acteurs, parce qu'il y a encore chez les industriels ou même les collectivités toujours des appréhensions sur l'innovation, des prises de risques. Et donc, ces prises de risques, il faut aussi les limiter par le soutien des pouvoirs publics, à mon sens. C'est une question que j'allais vous adresser. Qu'est-ce qui vous manque idéalement pour aller plus loin, finalement ? C'est ce soutien-là des pouvoirs publics ? Alors, il y a effectivement ce soutien, même si, aujourd'hui, il y a énormément de soutien à l'énergie, aux énergies renouvelables du fait du contexte. C'est accéléré. Mais, encore une fois, la pyro a toujours un peu cette pyrogasification, un peu cette image un peu de vilain petit canard, et donc il faut passer outre ça, il faut continuer à soutenir cette filière. Nous, ce qui est important aussi pour nous, pour déployer et continuer à vendre, c'est d'avoir des références, c'est-à-dire le maximum de références, arrêter de parler de démonstrateurs, de pilotes,
et être dans la commercialisation, donc avoir des projets industriels concrets. On fait d'ailleurs beaucoup visiter la référence qu'on a démarrée chez Bouillé-Leroux, et j'invite les gens qui le souhaitent à nous solliciter pour cette visite. Et puis, avoir un centre d'essai, pourquoi pas plus proche de chez nous, parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller à Saint-Brieuc. Donc, si on avait quelque chose sur la région des Pays de la Loire et avec une collaboration active avec les acteurs locaux de l'Adréal, ce serait l'aboutissement de notre projet. Voilà. Le message est passé, je crois. Vous avez bien fait d'en profiter. Merci Eric. Merci. On reste avec vous évidemment pour des nombreuses questions qui nous arrivent. Merci encore. N'hésitez pas à interagir avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h55. Il nous reste encore donc 20 minutes d'échange. Vous avez le temps largement de poser vos questions. Et je vous propose d'échanger maintenant avec Clotilde Villermo. Merci d'avoir patienté. Toujours une place qui n'est pas forcément la plus évidente. Vous êtes chef de projet donc pyrogazéification. Ça tombe bien, on en parle avec Eric Bouillet à l'instant. Chez GRT Gaz, alors on est sur une autre échelle, nous allons en parler avec vous de l'utilisation de ce CSR avec cette technologie. Mais peut-être première question, tout simplement, pourquoi GRT Gaz, deuxième transporteur européen de gaz, soutient les filières de gaz renouvelables? Alors oui, bonjour. Effectivement, ça peut paraître un peu incongru parce qu'effectivement, historiquement, GRT Gaz a vocation à acheminer du gaz de l'extérieur, à importer du gaz depuis les frontières maritimes ou terrestres, et puis pour les acheminer auprès des distributions publiques et puis des clients industriels. Il faut savoir qu'actuellement, GRT Gaz est maillé sur pratiquement tout le territoire avec Teréga, sur tout le territoire français. On a 33 000 km de réseau posé, ce qui est l'équivalent du réseau ferré de France. Effectivement, on achemine le gaz partout en France. Actuellement, la consommation de gaz en France, c'est 450 TWh. C'est l'équivalent de la consommation électrique. Donc, on a quand même des capacités, effectivement, pour opérer ces équipements-là. Mais GRT Gaz s'inscrit aussi dans la perspective de neutralité carbone d'ici 2050. Et à ce titre-là, elle soutient toutes les filières de production de nouveaux gaz, avec l'objectif de complètement décarboner le gaz qu'elle va transporter d'ici 2050. Alors c'est pour ça, ces filières de gaz renouvelables et bas carbone, pour nous, elles ont un potentiel réel pour répondre aux enjeux de souveraineté énergétique nationale. C'est le sujet en priorité aujourd'hui, mais également dans l'accélération de gaz renouvelables dans le cadre de REPowerEU demandé par la Commission européenne en 2030. Et puis pour nous, on est persuadé qu'on arrivera à décarboner entièrement le gaz en 2050. Oui. J'ai mon micro qui ne fonctionne pas, c'est ça? Je pense qu'on vous entend bien, sinon on nous aurait fait signe. Il y a David qui veille au grain, là, juste à côté. Alors, donc ça, c'est un premier lieu. Le deuxième lieu, alors on parle beaucoup de problèmes d'infrastructure. Soit il faut s'éloigner pour pas être trop près des habitations, ou bien il faut acheminer l'énergie auprès de l'activité humaine. Par le fait, donc nous, ce qu'on va défendre, c'est les gaz renouvelables injectés dans notre réseau. C'est un réseau existant qui n'a pas besoin d'être financé en termes de CAPEX. Et l'idée, c'est vraiment de donner non seulement à cette filière de production de nouveaux gaz tous les atouts associés à notre réseau, c'est-à-dire le stockage, le transport, le cas échéant, et donc être complémentaire à toutes les filières d'énergie renouvelables, intermittentes et non stockables. Et puis, comme on l'a bien précisé là, on a bien vu dans toute cette dynamique de filière de production de gaz renouvelable la possibilité d'avoir une économie circulaire à l'échelle des territoires. Donc, par le biais de toutes ces filières, on veut également aider à promouvoir ce dynamisme au niveau des territoires et comme on l'indiquait précédemment, favoriser toutes les externalités positives associées à ces gaz renouvelables. La pyrogazéfication est un des leviers. C'est favoriser toute la partie dynamisme industriel
pour lequel la France est assez bien dotée, notamment sur la filière pyrogazéification, avec tous les acteurs sur toute la chaîne de valeur, des acteurs français qui sont dans les starting blocks, comme on l'a pu montrer, et qui sont prêts effectivement à avoir les premières constructions de référence commerciale. Et puis c'est générateur d'emplois aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais emplois locaux et emplois spécifiques. Donc, vous l'avez dit, plusieurs technologies alternatives au gaz naturel existent, que vous employez déjà, que vous déployez déjà dans votre réseau. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ces différentes technologies? Alors, il y a effectivement plusieurs technologies de production de gaz renouvelable et bas carbone qu'on soutient. Et toutes ces technologies-là s'adressent à des ressources qui sont complémentaires. Faut bien comprendre qu'il n'y a pas de concurrence. Et l'idée, c'est bien d'ajouter et d'amplifier la production sans se tirer dans les pattes. Et donc de faire une addition de production de gaz renouvelable. Donc en premier lieu, une filière qui est maintenant industrialisée, c'est la méthanisation. Là, c'est plutôt, ça s'adresse à des matières fermenticides, humides, et pour lequel, effectivement, par une voie biologique, il y a la création effectivement de biométhane. Et là, effectivement, c'est largement industrialisé avec des centaines de références de sites qui injectent. On a l'équivalent d'une tranche nucléaire, une production d'une tranche nucléaire qui est déjà injectée dans nos réseaux. Et puis la deuxième filière, ce pourquoi on est là aujourd'hui, et sur lesquels on est sûr de ses capacités, c'est la filière donc pyrogazéification pour injection. Et cette filière-là, elle s'adresse donc à des résidus de biomasse ou des déchets solides, secs, donc très différents pour la méthanisation. Bien évidemment, des déchets, des résidus de forêt. C'est pas des cultures, c'est vraiment des résidus de forêt en premier lieu. Puis après, des déchets bois, des bois d'ameublement et également on s'ouvre au CSR. Ce pourquoi on est là, donc c'est vraiment des potentiels qui sont importants et qui vont nous permettre de prétendre à des productions très significatives, à notre sens, de gaz renouvelable et bas carbone pour demain servir tous les usages actuels du gaz naturel. Donc c'est-à-dire sans investissement pour l'utilisateur. Il va garder sa chaudière, l'industrie peut garder ses installations, puisque l'objectif dans la pyrogazéification pour injection, comme pour les autres gaz renouvelables injectés, c'est d'avoir une qualité gaz qui soit exactement conforme aux spécifications et avec les mêmes qualités énergétiques que le gaz naturel. Donc pour l'utilisateur, c'est transparent et immédiat. Et du fait que nos réseaux sont aussi existants, il n'y a pas de problématique de construction, d'attente et d'investissement associés. Très bien. Alors néanmoins, si on fait un zoom sur le CSR dans le cadre de cette pyrogazéification, est-ce qu'il y a des spécificités? En quoi c'est intéressant finalement pour vous, GRTgaz, qui disposez déjà de cette infrastructure, de cette présence sur l'ensemble du territoire? En quoi c'est intéressant le CSR? Ça peut représenter un débouché intéressant dans le cadre de la pyrogazéification. Alors comme je le disais, la pyrogazéification en premier lieu, elle s'était intéressée à la biomasse et il y a des références à des échelles industrielles de pyrogazéification pour injection, je dis bien l'injection dans les réseaux, avec de la biomasse. Ensuite, on s'est ouvert au bois, aux déchets de bois. Et puis maintenant, on s'ouvre au CSR. Alors, pourquoi les CSR? Par rapport au gisement. Déjà, effectivement, il y a cette problématique d'augmentation de déchets peu ou mal valorisés, solides, issus effectivement du cadre législatif et réglementaire qui va nous amener effectivement à disposer de plus en plus de CSR. Cette filière CSR qui s'est mise en place pour effectivement trouver des débouchés de valorisation énergétique de ces déchets non valorisables sous forme matière. Et puis certains CSR ont un intérêt parce qu'ils ont un potentiel énergétique qui est compatible avec, comme je disais, les besoins pour pouvoir produire du méthane, donc du gaz injectable avec les capacités calorifiques qui soient intéressantes pour pouvoir être
interchangeable à du gaz naturel fossile. Donc, effectivement, c'est pour ça aussi qu'on s'est intéressé à ces CSR. Et puis, comme on l'indiquait, il y a une filière qui veut se développer parce qu'il y a des besoins de recyclage et de valorisation énergétique. Et puis, on constate qu'il y a peut-être un manque de débouchés. La chaleur, c'est un gros débouché et il faut l'utiliser, mais il y a la place, certainement, et on en est persuadé, pour d'autres usages et des usages peut-être plus flexibles par le biais de l'injection, de la production de gaz et d'injection, puisque là, on va s'adresser à tous les usages domestiques, l'industrie, gaz matière première également, chaufferie, et puis mobilité, ce qui... quand on s'adresse aussi à une approche territoriale, il y aura également la problématique mobilité qu'il faudra gérer. Et par ce biais, c'est un des moyens aussi de pouvoir couvrir de façon plus flexible l'utilisation de ces CSR, de déconnecter aussi la production de la consommation par le biais de nos tuyaux et de nos stockages. Donc effectivement, un CSR qui serait disponible en quantité, avec des caractéristiques qui intéresseraient par rapport à la composition et par rapport à la capacité à produire du gaz, équivalent au gaz naturel, et puis tout ce potentiel qui devrait être intéressant pour une filière CSR qui cherche des débouchés. Alors néanmoins, vous en parlez très bien, mais il y a encore des expérimentations à mener. On voit le déploiement est en cours. Vous avez mené un certain nombre d'expérimentations. Est-ce que vous pouvez partager les résultats à ce stade de la pyrogasification précisément du CSR dans le réseau GRT Gaz ? Alors, effectivement, la pyrogasification, il y a beaucoup de références avec de la biomasse. Nous n'avons pas d'installation en propre, parce qu'on n'a pas vocation à être producteur de gaz, on le transporte, il faut bien le préciser. Mais effectivement, on s'intéresse d'une manière générale à toute cette filière-là, que ce soit CSR ou pas CSR. Et à ce titre-là, on anime un groupe de travail au Club Pyrogasification, qui est la pyrogasification pour injection. Et ce groupe de travail a pour vocation d'échanger des données, notamment d'échanger des données techniques associées à des progrès, des tests et des partenariats. Par ailleurs, on est également, dans certains cas, partenaire dans le cadre de partenariats, notamment avec Séché Environnement, la Plaine Énergie, avec les déchets de la Plaine de l'Ain, où on est intéressé pour tester et mettre en œuvre des CSR, des déchets ménagers et des CSR pour cette filière-là. Donc, on capitalise et on partage les résultats. Il existe des pilotes en France à taille semi-industrielle qui nous permettent de tester ces différents types d'intrants, biomasse, mais également CSR. Alors, on parlera de Titan 5, qui est juste à côté à Nantes. Pleine Énergie qui va construire également un pilote pour tester ces CSR. Et puis, il y a Gaïa, le projet de Engie, qui est effectivement un pilote semi-industriel qui a testé la faisabilité sur toute la chaîne de production, depuis les intrants jusqu'à la purification, la méthanation et la qualité du gaz, et qui a démontré effectivement la faisabilité d'utiliser ces technologies de pyrogasification et d'obtenir un gaz de composition compatible avec nos réseaux. Alors, le principal enseignement qu'on doit avoir sur ces premiers tests CSR, parce que je disais on a beaucoup d'historique sur les biomasses, le bois B, et un peu moins sur les CSR, c'est qu'il n'y a pas un CSR, il y a des CSR. Et le gros travail, et ça c'est vraiment quelque chose qui doit être entrepris, et Eric l'a bien dit, c'est bien à qualifier les recettes de CSR qui ne seront pas les mêmes que celles pour les incinérateurs peut-être et pour les chaufferies, parce qu'on a des spécificités technologiques, mais bien calées, bien travaillées avec les équipementiers pour voir effectivement les meilleures recettes et obtenir un maximum pour nous de rendement de production donc de méthane injectable avec la meilleure qualité possible. Voilà.
J'en profite, je rebondis sur une question d'un internaute qui précisément se questionne sur quelles sont les rubriques ICPE utilisées. Je sais que dans les échanges préparatoires, ça faisait partie d'échanges et de discussions. Donc, quelle est la possibilité de mise en place sur un site de petite taille, par exemple en lien avec une exploitation agricole, sans créer un site Céveso? Voilà, sur l'ICPE, est-ce que on peut préciser quels sont les ICPE utilisés? On disait l'hétérogénéité des CSR en soi, en fonction d'un site. Est-ce que, voilà, sur cette question-là, quelqu'un souhaite réagir? Alors sur la rubrique ICPE, c'est la 2971 pour les CSR, qui jusqu'à présent autorise la valorisation énergétique des CSR pour de la chaleur et pour de l'électricité, et qui, grâce à la loi climat-énergie, ouvre la valorisation possible pour du gaz, des CSR pour produire du gaz. On attend l'arrêté qui va pouvoir mettre en application cette loi incessamment sous peu. Mais voilà, donc il y a des rubriques qui sont en train d'être modifiées. On attend le dernier arrêté qui nous permettra définitivement, effectivement, de pouvoir bénéficier de cette rubrique. Eric, un complément par rapport à ce qui vient d'être dit? Non, je pense que c'est à regarder au cas par cas et aussi en fonction de l'ICPE déjà du site et des échanges qu'on peut avoir avec l'ADREAL et voir dans quelle effectivement rubrique on va se caler et ce que ça va impliquer aussi sur le projet. C'est-à-dire soit importer à connaissance ou carrément une demande plus formelle. Voilà. Très bien. On arrive quasiment au terme de cette table ronde. Il nous reste un peu moins de 5 minutes et on sera intransigeant sur l'horaire pour que vous ne puissiez pas rater la clôture de ces 16e assises. Une question néanmoins me taraude depuis le début, c'est notamment cet avis de l'ADEME qui, par rapport à la technologie de la pyrogazéification du CSR, n'est pas encore, selon elle, assez mûre, cette technologie, ni rentable à ce jour, et que le CSR, selon elle, doit être principalement utilisé en chaudière de grande taille. M'intéresse d'avoir votre point de vue. On voit qu'il y a un débouché, il y a des gisements, il y a un besoin de déployer. Est-ce que ça peut passer par d'autres solutions? On voit bien que là, l'avis de l'ADEME, il est assez mitigé sur la question. Est-ce que Eric ou Clotilde, vous souhaitez réagir? Je peux peut-être commencer. En fait, l'ADEME, effectivement, faut voir que dans ces scénarios prospectifs Transition 2050, sur 3 des 4 scénarios, elle inscrit quand même la pyrogazéification comme production de gaz. Donc, c'est pas forcément une technologie qui est ignorée. Au contraire, elle est prise en considération. Et c'est une bonne chose. Sur le scénario 3, la production de gaz par pyrogazéification est essentiellement faite à partir de CSR. Donc l'ADEME peut-être avoir des doutes au départ, mais en tout cas, c'est bien inscrit dans des schémas possibles. Le scénario 3, c'est transition technologie verte. Donc, c'est des scénarios qui sont possibles et nous, on adhère complètement à cela. Par ailleurs, on a un récent AMI du comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique qu'a piloté GRT Gaz, où on voit on a mis en visibilité une cinquantaine de projets de taille de moyenne de 10 mégawatts qui sont prêts, pour lesquels il y a un business plan et donc une rentabilité via un certain mécanisme de soutien qu'il va falloir absolument mettre en place, comme pour la méthanisation. Mais sur un certain nombre de ces projets-là, il y a des CSR et des mélanges de CSR. Donc, et puis on parlera du projet Salamandre d'Engie qui annonce de l'utilisation en pyrogazéification d'un mélange avec des CSR et qui prévoit d'être mis en service en 2026. Donc, que ce soit du court terme ou du long terme, la pyrogazéification, y compris des CSR, pour l'injection en tout cas, a déjà des jalons. Et effectivement, la filière demande des références, demande à pouvoir avoir des références, donc à attendre des mécanismes de soutien pour aider à démarrer la filière, mais elle est prête à s'industrialiser et ce sera une filière française sur toute la chaîne. Voilà. Merci Clotilde. Voilà. Ça sera votre dernier mot. On arrive quasiment au terme. J'ai envie de vous poser à Muriel et à Benjamin peut-être ce dernier mot de conclusion. On a vu là 2 modèles de développement. On voit bien qu'il y a des enjeux, un contexte, des tailles de structure aussi qui peuvent différer. Est-ce que vous pensez que ces modèles, ces types d'usages différents sont convergents, sont complémentaires, apportent une solution par rapport à ce gisement de CSR?
à l'issue de ces échanges? Qu'est-ce que vous pourriez dire en mot de conclusion, Muriel? Moi, je dirais que c'est complémentaire. En fait, il faut s'adapter à ce que veut l'industriel. Effectivement, il y a des industriels de taille différente. Eric l'a bien dit dans son propos. Et puis, il y a des industriels qui ont besoin de beaucoup de chaleur. Et là, peut-être que la chaufferie CSR est plus adaptée. Et puis, d'autres industriels qui veulent garder leur chaudière gaz ou tout simplement des particuliers qui utilisent du gaz et tous les utilisateurs qui utilisent du gaz. Et là, la pyrogazéification permet de refaire du gaz. Et peut-être après, une petite nuance sur cette recette du CSR qui permet de produire du gaz aux normes du réseau, où là, moi, j'ai le sentiment que c'est en phase de développement, d'études, de recherche, et alors que sur la filière chaufferie CSR, aujourd'hui, les installations sont des installations éprouvées. Il y a 8 millions de tonnes de CSR en Allemagne qui sont utilisées pour produire de l'énergie. Ok, on voit bien que ça marche bien. Je vous remercie, obligé de vous couper. Un mot vraiment très court, Benjamin, pour conclure. C'est la complémentarité. Voilà, Ouais. on a des enjeux qui sont très importants et du coup, cette complémentarité permet d'y répondre à toutes les échelles. Bien, je suis désolé, je suis obligé de vraiment couper court aux échanges, mais on a déjà bien avancé, je pense, sur le sujet. Merci sincèrement à vous quatre pour votre présence, pour la préparation à ces échanges. J'invite juste les internautes à participer au sondage. Actuellement, vous pouvez répondre aux questions sur la manière dont vous avez vécu ces assises. On l'espère avec des réponses plus que des questions. Et puis, on se retrouve très bientôt pour prolonger les échanges. Vous restez en ligne surtout, puisque vous allez maintenant participer à la clôture de ces 16e assises. Merci à vous, très bonne journée. Merci.